dans le silence assourdissant des profondeurs, où la lumière du soleil ne s'aventure qu'en reflets tremblants, un homme découvre une vérité glaçante. Deux corps, ligotés, dans l'étreinte macabre des algues. Il a résolu le mystère, mais l'océan, ce gardien impitoyable des abysses, n'est pas prêt à le laisser remonter à la surface. Bienvenue sur Vestiges d'un mystère. En 1983, les eaux claires de la Méditerranée furent le théâtre d'une disparition énigmatique qui allait hanter les esprits pendant des décennies. Un couple de millionnaires s'était volatilisé en mer, et la quête pour les retrouver allait consumer un plongeur d'élite. Mais ce que l'on crut être un tragique accident ne fut, en réalité, que le début d'une conspiration où la trahison se cachait sous la surface. Avant de plonger plus profondément, dites-nous, de quel endroit du monde suivez-vous cette investigation? Préparez-vous à naviguer sur les eaux troubles d'une affaire où la vérité, longtemps enfouie, a enfin refait surface. L'aube de ce jour de 1983 se levait sur le littoral sarde avec une promesse de clarté que les événements à venir allaient cruellement démentir. Jacques Morel, 34 ans, était un homme forgé par les profondeurs, un plongeur forensique de la police française dont la réputation n'était plus à faire. Ses collègues le décrivaient comme une force tranquille, un homme capable de maintenir un sang-froid absolu même lorsque l'océan tentait de revendiquer ses secrets avec violence. Pour Jacques, la mer n'était pas un simple milieu de travail. C'était un monde qu'il respectait, qu'il comprenait, et dont il savait, avec une certitude inébranlable, qu'il finissait toujours par révéler ses vérités. Dans l'intimité de son foyer, loin des abysses, Jacques était avant tout un époux et un père. Sa jeune fille, l'éclat de ses 5 ans dans les yeux, l'accueillait chaque soir avec une énergie inépuisable, et son épouse, d'une patience à toute épreuve, était le pilier de son existence. Chaque mission, aussi dangereuse fût-elle, se terminait invariablement par la même promesse silencieuse, celle de revenir. De revenir vers leur chaleur, vers l'ancrage réconfortant d'une vie simple, à l'opposé des mystères que lui offraient les fonds marins. Mais cet été-là, une mission d'une urgence singulière allait l'arracher à la quiétude de son quotidien. La nouvelle avait fait la une des journaux parisiens et s'était propagée comme une traînée de poudre sur les ondes radio. Philippe et Madeleine Delaunay, un couple de millionnaires dont la fortune avait été bâtie dans l'hôtellerie de luxe, avait disparu. Leur voilier, le Sirène, avait été retrouvé dérivant au large des côtes sardes, dans un état impeccable. Aucune trace de lutte, aucun signe d'avarie, pas le moindre indice permettant d'expliquer l'absence de ses occupants. Le navire, silencieux et abandonné, flottait comme un spectre sur les eaux azures. La pression médiatique était colossale. La famille, influente et désespérée, exigeait des réponses immédiates. Les autorités françaises, en collaboration avec leurs homologues italiens, avaient dépêché une équipe d'enquêteurs et de plongeurs spécialisés, conscientes que la solution à cette énigme se trouvait probablement sous la surface. C'est dans ce contexte d'attente fiévreuse et de spéculation incessante que Jacques Morel fut désigné pour prendre la tête de la descente. Le briefing fut concis, l'ambiance lourde. Dans la salle exiguë, les cartes marines étaient punaisées au mur, les trajectoires de dérive potentielles du « Sirène » tracées au feutre. Des photographies du couple Delaunay, souriant, insouciant, contrastaient étrangement avec la gravité de la situation. Jacques, le visage impassible, écoutait attentivement, son regard d'un bleu profond parcourant chaque détail. Il était accompagné d'Alain Durand, un plongeur plus jeune, moins expérimenté, dont le dossier de service était encore mince. L'assignation de Durand, bien que standard pour une équipe de 2, semblait presque anodine face à la stature de Morel. La préparation de Jacques était un rituel précis, une danse maîtrisée entre l'homme et sa machine. Chaque pièce de son équipement, la combinaison étanche, les palmes robustes, le masque ajusté, les bouteilles d'air étaient vérifiées avec une minutie obsessionnelle. Il connaissait les dangers des profondeurs, les courants imprévisibles, la visibilité parfois trompeuse. Mais il savait aussi que la précision technique était son meilleur allié. Son calme transpirait, contagieux, même dans l'air tendu qui précédait le départ. « Le secret est là-bas », avait-il murmuré à l'un des officiers présents, sans ciller. La mer ne garde pas ses vérités indéfiniment. À l'aube du jour suivant, le petit bateau de recherche fendait les flots avec une détermination silencieuse. Le soleil commençait à darder ses premiers rayons sur l'eau, illuminant la surface d'un éclat d'argent. Jacques Morel et Alain Durand, leurs équipements prêts, se tenaient sur le pont. Le poids des attentes était palpable, le mystère des Delaunay planait comme une ombre sur l'horizon. C'était l'heure de plonger. L'heure de laisser l'océan, fidèle à sa réputation, commencer à parler. Le navire de support s'immobilisa au-dessus du point de plongée désigné. Jacques Morel et Alain Durand,
entièrement équipés, basculèrent en arrière dans l'azur, la surface se refermant sur eux avec un léger sifflement d'air. Le soleil sarde, perçant les premiers mètres d'eau d'une lumière cristalline, ne tarderait pas à s'estomper avec la profondeur. La descente commença. L'eau, d'abord tiède, se fit rapidement plus froide, serrant les combinaisons. Les bulles d'air s'échappaient en un murmure constant. La lumière du jour diminua progressivement, laissant place à un bleu profond puis à une obscurité grandissante. Jacques, leader désigné, évoluait avec une aisance naturelle, ses mouvements fluides. Il balayait l'environnement du regard, cherchant la moindre anomalie. Alain Durand le suivait à quelques mètres, ses gestes légèrement moins assurés, sa respiration plus rapide, trahissant une certaine nervosité. Le fond marin apparut peu à peu, une étendue de roches escarpées, parsemée de sable et d'herbiers marins. La visibilité était limitée à une dizaine de mètres, exigeant une concentration absolue. Jacques activa sa lampe torche sous-marine, son faisceau puissant découpant l'obscurité, sondant chaque crevasse. Il progressait lentement, son esprit cartographiant mentalement la topographie sous-marine, cherchant toute trace de présence humaine. Puis, son regard s'arrêta. À environ 60 mètres de profondeur, dissimulé entre deux blocs de roches massifs, son faisceau lumineux révéla une masse sombre. En s'approchant, une forme se dessina, trop régulière pour être naturelle. Un frisson froid le traversa. Il fit signe à Alain de le rejoindre. Le courant, faible mais persistant, berçait doucement l'étrange assemblage. Jacques avança, le cœur battant dans sa poitrine. Entre les roches, maintenus par des cordes anciennes, se trouvaient deux corps. Immobiles. Silencieux. Les visages déformés par la décomposition, les vêtements déchirés, mais les silhouettes étaient inéquivoques. Une montre, une alliance, des détails vus sur les photos du briefing. C'étaient Philippe et Madeleine Delaunay, délibérément lestés et abandonnés dans ce tombeau liquide. Ce n'était pas un accident. C'était un assassinat. La vérité, crue et brutale, frappa Jacques. Les Delaunay n'avaient pas disparu, ils avaient été tués. Il avait trouvé la preuve. Il tendit la main vers les corps pour les examiner. Ce fut à cet instant précis, alors que son esprit était entièrement concentré sur la macabre découverte, qu'Alain Durand frappa. Sans le moindre avertissement, un choc violent le projeta en avant. La douleur jaillit, une explosion sourde à l'arrière de sa tête. Jacques comprit instantanément que le coup venait de son propre partenaire. Le monde tourna autour de lui, les bulles d'air s'échappant de son régulateur alors qu'il perdait l'équilibre. La lutte fut d'une violence inouïe, ralentie par la résistance de l'eau. Jacques, pris par surprise, tenta de se défendre, mais ses mouvements étaient entravés. Alain, dont la nervosité en surface avait disparu pour laisser place à une froide détermination, était implacable. Il tenait un objet pointu, une dague de plongée, et l'utilisait avec une précision mortelle. Les bulles du régulateur de Jacques s'accélérèrent. Il agrippa le bras d'Alain, cherchant à le désarmer. Alain, plus jeune et plus fort dans ce combat rapproché et désespéré, plaqua Jacques contre une paroi rocheuse. Le regard d'Alain à travers son masque était froid. Jacques sentit une douleur fulgurante à la poitrine, puis une sensation d'eau froide s'engouffrant dans sa combinaison perforée. Il tenta d'atteindre sa propre dague, mais Alain fut plus rapide. Une autre perforation, cette fois sur le tuyau de son détendeur secondaire, provoquant une fuite d'air rapide. Jacques commença à manquer d'air. Il se débattit de toutes ses forces, mais ses mouvements s'affaiblissaient. Le monde se transforma en un kaléidoscope de bulles et du visage impitoyable d'Alain. La dernière chose que Jacques perçut fut une série de chocs violents sur son casque et son torse. Puis, l'obscurité l'engloutit. Alain Durand observa le corps inerte de Jacques Morel couler lentement. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, juste une exécution froide. Le silence reprit ses droits. Rapidement, Alain s'assura que les dégâts sur l'équipement de Jacques semblaient accidentels, amplifiant les déchirures et sectionnant les tuyaux. Il détacha le sac de Jacques, jetant les outils d'inspection dans les crevasses les plus profondes. Puis, avec une force surprenante, il manœuvra le corps de Jacques et le positionna aux côtés des Delaunay. Il trouva d'autres cordes et les utilisa pour arrimer Jacques aux roches, s'assurant qu'il resterait à jamais dans cette tombe aquatique. La tâche accomplie, Alain entama sa remontée, respectant scrupuleusement les paliers de décompression. Ses mouvements étaient désormais calculés, son esprit déjà en train de construire le récit qui allait sceller le destin de Jacques Morel. Il refit surface,
l'océan calme et innocent autour de lui, près du bateau de support. L'équipe à bord l'attendait, l'anxiété visible sur leur visage après cette descente anormalement longue. Alain retira son masque, sa respiration hachée et bruyante. Son visage était pâle, couvert de sueur froide, ses yeux rougis par l'effort et une émotion feinte. « C'était terrible », réussit-il à balbutier. Les techniciens l'aidèrent à monter à bord. Il y a eu un courant incroyablement fort, juste là, au fond. Il m'a emporté. Jacques a essayé de résister, mais il était trop près de la paroi. J'ai crié, j'ai essayé de le rejoindre, mais la force était trop grande. Quand j'ai pu reprendre le contrôle, il était parti. Il marqua une pause, l'expression du désespoir. Je suis désolé. Les autorités, confrontées à cette version unique des faits, et sans autre explication plausible dans l'immensité de la mer, n'eurent d'autre choix que d'accepter le récit d'Alain Durand. La pression du mystère Delaunay, désormais exacerbée par la disparition d'un plongeur d'élite, exigeait une conclusion. Les recherches furent relancées, intensives, mais vaines. Le corps de Jacques Morel, l'homme qui promettait toujours de rentrer, ne fut jamais retrouvé. Son nom fut ajouté à celui des Delaunay, et la tragédie prit des contours encore plus sombres. Le cas fut classé, le dossier scellé. Les profondeurs de la Méditerranée avaient englouti 3 vies, emportant avec elles la vérité, pendant des décennies. Le silence de l'océan avait triomphé, et l'affaire Morel-Delaunay devint un mystère non résolu, un de ces contes sombres que le temps finit par déformer ou faire oublier. Les années s'écoulèrent, implacables, et avec elles, le souvenir précis de l'affaire Delaunay-Morel commença à s'estomper, se transformant en une légende locale. Dans les ports de Sicile et de Sardaigne, on racontait parfois l'histoire du couple riche et du plongeur disparu, une tragédie maritime où l'océan avait réclamé ses victimes sans jamais les rendre. Pour la plupart, ce n'était qu'une anecdote sombre, une note de bas de page dans les annales des faits divers non résolus. Les rares articles de presse qui y faisaient encore référence étaient jaunis, relégués aux archives, des échos lointains d'un drame que le temps avait fini par ensevelir sous les vagues de l'oubli. Pourtant, pour la fille de Jacques Morel, Sophie, le temps n'avait en rien atténué la douleur ni la conviction que la vérité n'avait jamais été révélée. Devenue adulte, elle portait le poids de l'absence de son père comme une cicatrice invisible. La version officielle de l'accident, la fatalité d'un courant sous-marin imprévisible, n'avait jamais trouvé écho en elle. Elle se souvenait des récits de sa mère, Claire, sur la prudence et la maîtrise de Jacques, sur sa connaissance intime de la mer. Un homme comme lui ne se laissait pas surprendre par un simple courant. Au fil des décennies, cette intuition s'était muée en une certitude tenace. Son père n'était pas mort par accident. Il y avait un secret, enfoui aussi profondément que son corps, et Sophie refusait de l'abandonner. Elle collectait les articles, relisait les rapports fragmentaires, gardant précieusement la flamme de la mémoire de son père et de l'injustice subie. C'est ainsi que l'année 2017 marqua un retour brutal du passé. Loin des spéculations et des dossiers clos, la vérité allait, une fois de plus, émerger des profondeurs. Des pêcheurs locaux, dont les familles pratiquaient la pêche en haute mer depuis des générations au large de la Sardaigne, avaient ce jour-là jeté leurs chaluts dans des eaux particulièrement profondes, bien au-delà des zones habituelles, espérant y trouver des bancs de thon ou d'autres espèces pélagiques. La routine était immuable, le lent balai du filet se déployant, puis l'attente patiente, et enfin la remontée, souvent lourde de promesses. Mais cette fois, ce que leurs filets remontèrent ne fut pas la richesse attendue, mais l'horreur. Au milieu des poissons et des algues, mêlés à des débris marins incrustés de coquillages, apparurent des ossements humains. La découverte, macabre et inattendue, glaça le sang des marins. Parmi les vertèbres et les fragments de crâne, un objet attira leur attention, un reliquat de montre de poignet. Son mécanisme était corrodé, ses aiguilles figées par le temps, mais le boîtier en métal, étonnamment préservé, portait une gravure à l'arrière, avec amour, Madeleine. La stupeur fut immédiate. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans le petit port, puis au-delà. Le nom de Madeleine Delaunay, tiré des limbes du passé, résonna avec une nouvelle et sinistre clarté. L'affaire, que l'on croyait définitivement close, venait d'être rouverte par la main insoupçonnée de l'océan. Les autorités furent alertées, et une équipe de gendarmerie maritime, accompagnée de légistes, fut dépêchée sur place. Les ossements furent soigneusement récupérés et analysés. Les experts confirmèrent qu'il s'agissait bien de restes humains. La montre, authentifiée comme appartenant à Madeleine Delaunay grâce à des photographies d'époque fournies par la famille et à son numéro de série encore lisible,
servit de preuve irréfutable. La position exacte où les filets avaient été tirés fut enregistrée avec une précision chirurgicale, marquant le point de départ d'une nouvelle investigation sous-marine. Quelques jours plus tard, une nouvelle équipe de plongeurs forensiques, dotée de technologies bien plus avancées que celles de 1983, sonar haute résolution, ROV Remotely Operated Vehicles équipés de caméras HD, éclairage puissant, fut envoyée sur le site. Les conditions étaient bonnes, l'eau était d'une clarté acceptable pour la saison, et la mer relativement calme. Les sondes bathymétriques avaient déjà permis d'identifier des zones d'intérêt. La descente fut méthodique. Les plongeurs modernes, équipés de communications radio sous-marines et de caméras embarquées, quadrillèrent le fond marin avec une efficacité redoutable. Et là, au milieu des mêmes formations rocheuses que Jacques Morel avait explorées des décennies plus tôt, ils firent la découverte qui allait ébranler toutes les certitudes. Discrètement camouflés par les algues et les sédiments accumulés au fil du temps, les restes squelettiques de Philippe et Madeleine Delaunay furent localisés. Leurs squelettes étaient toujours attachés aux rochers par des lambeaux de corde, dont l'aspect vieilli et marin était désormais évident. La scène était presque identique à celle que Jacques avait aperçue. Les corps étaient positionnés de manière à suggérer une volonté de dissimulation, lestés précisément pour rester invisibles. L'analyse des ossements révéla des traces de ligatures aux poignets et aux chevilles, confirmant la brutalité de leur fin et la thèse de l'exécution plutôt que de la chute accidentelle. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. À quelques mètres des Delaunay, presque entièrement recouverts par les roches et une épaisse couche de posidonie, les plongeurs distinguèrent une autre forme. En déblayant les débris, ils mirent au jour des vestiges d'équipements de plongée. Le style était indubitablement celui des années 1980. Un gilet stabilisateur décoloré, des palmes rigides partiellement enfouies, des fragments de ce qui avait été une combinaison étanche. Et au milieu de cet attirail ancien, des ossements humains encore prisonniers du tissu dégradé. Les équipes ramenèrent les restes à la surface avec une infinie précaution. Les examens médico-légaux furent lancés immédiatement. L'identification fut rapide et glaçante. Sur ce qui restait de la combinaison, une étiquette à peine lisible, mais authentifiable par les archives de la police, portait un numéro de matricule et le nom, Morel, Jacques. Le crâne présentait des fractures compatibles avec des coups violents. Les côtes portaient des marques d'impact. Et sur les fragments du scaphandre, ainsi que sur certains os, les légistes trouvèrent des marques de perforation claires, nettes, impossibles à attribuer à la dégradation naturelle ou à un accident. Ces perforations, multiples et localisées, étaient le travail d'un objet pointu, tranchant, un couteau ou un instrument similaire. Le rapport fut sans appel. Jacques Morel, le plongeur forensique de 34 ans, l'homme méticuleux et discipliné, n'avait pas été victime d'un courant inattendu. Il n'était pas mort d'un simple accident. Les preuves étaient là, gravées dans ses os et son équipement. Il avait été assassiné. De surcroît, le mode opératoire de son meurtre, les perforations et l'enfouissement de son corps aux côtés des Delaunay, suggéraient une volonté de dissimulation totale et une tentative délibérée de faire disparaître toute trace de ce crime sous-marin. 34 ans après les faits, l'océan avait enfin livré son secret. La vérité, longtemps emprisonnée dans les abysses, avait refait surface, déterrant non seulement des corps, mais aussi une histoire bien plus sombre et complexe que ce que les archives officielles avaient bien voulu admettre. L'affaire Jacques Morel et des Delaunay, désormais réouverte, prenait une tournure inattendue, pointant vers une machination insoupçonnée, où la profondeur des eaux rivalisait avec celle de la trahison humaine. La confirmation du meurtre de Jacques Morel, 34 ans après sa disparition, eut l'effet d'une déflagration. La réouverture de l'enquête, en 2017, fut une quête acharnée pour exhumer des vérités longtemps enfouies. Les nouvelles équipes d'enquêteurs, composées de spécialistes, s'attaquèrent aux dossiers anciens avec une détermination renouvelée. Les rapports de 1983 furent dépoussiérés, les témoignages relus. L'ADN, la balistique sous-marine et les techniques modernes de reconstitution permirent de jeter un éclairage nouveau. Les marques de perforation sur la combinaison de Jacques et les fractures sur son crâne, analysées par des experts contemporains, racontaient une histoire de violence préméditée. Le rapport médico-légal fut catégorique. Jacques Morel avait été attaqué. Très vite, l'attention se porta sur Alain Durand, le seul survivant de cette tragédie sous-marine. Son témoignage de 1983 fut passé au crible. Les anomalies que Jacques avait perçues avant la plongée, la nervosité d'Alain, ses gestes moins assurés, prirent une signification sinistre. Le récit d'un courant incroyablement fort ne correspondait ni aux données océanographiques de l'époque ni à la zone de plongée. Les incohérences devinrent flagrantes.
La brigade financière examina le passé d'Alain Durand. Les archives bancaires révélèrent des dépôts vultueux et inexpliqués sur ses comptes peu après l'été 1983. Ces sommes, sans rapport avec son salaire de plongeur, avaient été rapidement transférées vers des comptes offshore. Peu après, Alain Durand disparut lui-même. L'enquête montra qu'Alain avait quitté la France, utilisant une fausse identité pour échapper au radar. Il avait mené une vie discrète, voyageant de pays en pays, s'installant sous des noms d'emprunt. Il est décédé des années plus tard, en 2005, dans des circonstances jugées obscures, loin des projecteurs, dans un petit village d'Amérique du Sud. Les causes officielles de son décès, un accident de la route isolé, furent considérées avec méfiance par les enquêteurs de 2017. La coïncidence était trop frappante. Il était clair qu'Alain Durand avait été éliminé une fois son utilité terminée. La vérité émergea alors. Jacques Morel avait été trahi et assassiné par son propre partenaire de mission, Alain Durand. Les preuves matérielles de l'agression sous-marine, combinées au mouvement de fonds anormaux et à la fuite d'Alain, ne laissaient plus de place au doute. Alain avait été suborné, acheté pour empêcher Jacques de remonter les corps des Delaunay, et surtout, pour s'assurer que les preuves de leur assassinat ne soient jamais révélées. Mais cette révélation ne faisait qu'ouvrir une autre porte, celle du commanditaire. Qui avait intérêt à faire taire Philippe et Madeleine Delaunay, et à éliminer tout témoin potentiel? L'enquête se tourna vers la vie professionnelle de Philippe Delaunay, un homme d'affaires prospère mais intègre. Les recherches dans ses archives révélèrent des tensions croissantes avec un ancien associé, Henri Beaumont. Henri Beaumont était une figure imposante du monde des affaires parisien. Âgé d'une cinquantaine d'années à l'époque des faits, il était connu pour ses connexions influentes et ses activités plus opaques, liées au casino et au blanchiment d'argent. Les deux hommes avaient été partenaires, mais leur collaboration s'était dégradée. Philippe Delaunay, inflexible sur ses principes éthiques, avait découvert les intentions de Beaumont d'étendre leurs affaires à des secteurs illégaux. Philippe avait catégoriquement refusé de s'y associer, menaçant même de révéler les pratiques de son ex-associé aux autorités. Pour Henri Beaumont, Philippe Delaunay était devenu un obstacle majeur, un risque inacceptable pour ses opérations illicites. La décision de faire disparaître Philippe, et par extension Madeleine, témoin gênant, avait été prise. Le but était de simuler une disparition en mer pour que les affaires illégales de Beaumont puissent prospérer sans entrave. Alain Durand, le maillon faible de l'équipe de plongeurs, avait été recruté et payé pour sa discrétion et son rôle crucial dans cette exécution sous-marine. Il devait s'assurer que personne ne remonte la moindre preuve et éliminer quiconque découvrirait la vérité. Ainsi, le tableau se dessinait, clair et tragique. Jacques Morel, fidèle serviteur de la vérité, avait découvert les corps des Delaunay, et ce faisant, avait scellé son propre destin. Il avait été le témoin de la conspiration, et son silence devait être garanti à tout prix par celui qui aurait dû le protéger. Le mobile, la méthode, l'exécuteur, tout était là. Cependant, malgré la clarté de ces révélations et les preuves accumulées, l'histoire ne connut pas de justice complète. Henri Beaumont, le cerveau présumé, n'avait jamais été formellement accusé ni publiquement lié au crime. Son influence, ses connexions et le temps écoulé jouèrent en sa faveur. Les rapports d'enquête interne désignèrent clairement un commanditaire, mais dans les documents publics, son nom ne fut jamais cité. Le cas fut officiellement classé comme un « assassinat par mandante inconnue ». Beaumont, décédé quelques années avant 2017, avait emporté ses secrets dans sa tombe, échappant à toute forme de justice terrestre. La famille de Jacques Morel, et en particulier Sophie, reçut cette vérité incomplète avec un mélange de soulagement et d'amertume profonde. La mémoire de Jacques était réhabilitée, son honneur restauré. Il n'était plus la victime d'un accident, mais un héros tombé en mission, assassiné pour avoir cherché la vérité. Mais l'absence de poursuite contre le véritable cerveau du crime laissait un goût amer d'impunité. Au final, la simple action de quelques pêcheurs, en jetant leurs filets, avait ramené à la surface bien plus que des poissons. Elle avait tiré des abysses une vérité insoutenable, confirmant la conviction inébranlable de Jacques Morel. La mer rendait toujours ses secrets. Mais même si les corps avaient été retrouvés et les mécanismes du crime dévoilés, la justice complète restait hors de portée, engloutie elle aussi dans les méandres du pouvoir et du temps. Le Grand Bleu avait parlé, mais il n'avait pas pu nommer tous les coupables. Ainsi se referme le chapitre des Delaunay et de Jacques Morel. Après plus de 3 décennies de silence, l'océan, témoin impassible des drames humains, a finalement brisé son serment. Les filets des pêcheurs, par un cruel hasard, ont ramené des profondeurs non seulement les restes d'un couple disparu,
mais aussi la preuve d'une trahison insondable et d'un sacrifice ignoré. La vérité de l'assassinat de Jacques par son propre partenaire, commandité par des intérêts occultes, a émergé des abysses, redonnant à la mémoire du plongeur la dignité qui lui était due. Mais avec elle, le constat amer que si la mer rend les corps et les mécanismes du crime, elle ne nomme pas toujours tous les coupables avec la même clarté, laissant parfois les plus puissants échapper à ces révélations. Cette histoire nous rappelle que même les abîmes les plus sombres ne peuvent éternellement engloutir les murmures de la vérité. Parfois, elle ressurgit, fragmentée, incomplète, mais suffisante pour déchirer le voile du mensonge et redonner leur place à ceux que l'on pensait oublier. Elle interroge également sur les failles d'un système où l'influence et le pouvoir peuvent encore, parfois, échapper aux mailles de la justice, même face aux preuves les plus irréfutables. Dans cette quête de vérité qui a coûté tant de vies, la découverte tardive des faits suffit-elle à apaiser le poids de l'impunité? Que pensez-vous de cette fin où les ombres persistent malgré la lumière? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si les mystères des profondeurs et les affaires non résolues captivent votre esprit, découvrez notre prochaine enquête sur une énigme tout aussi troublante, dont le lien avec le passé reste à élucider. Abonnez-vous à Vestiges d'un mystère et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations. Votre soutien est essentiel pour que la lumière continue d'être faite sur ces ombres du passé. Et si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.